Bonjour à tous. Avec mon confrère Michael Stanisic, nous allons vous présenter aujourd'hui les règles à respecter dans le cadre d'une restructuration. Alors, sachant que nous sommes sur un format atelier et non pas un format conférence, donc c'est normalement un format beaucoup plus interactif. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On compte sur vous pour poser des questions, pour nous donner de la matière, pour qu'on puisse avancer avec vous sur les différents sujets et pour que ce soit le plus vivant possible. Voilà. Donc, je vais laisser mon confrère se présenter et je me présenterai après. Merci beaucoup. Donc, Michael Stanisic, je suis avocat au barreau de Paris, exerçant en droit du travail. Pour ceux qui ont pu suivre la formation l'atelier 14h30 sur l'hygiène et la sécurité, mon visage va vous dire quelque chose. Voilà, donc moi je suis Carole Verschagrard, j'interviens principalement en droit du travail et droit des affaires depuis 1999 au barreau de Paris. Voilà. L'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous apporter des réponses pratiques à la problématique de l'impossibilité de conserver votre personnel. Et c'est vrai que ce n'est pas le titre qui a été indiqué, mais c'est malheureusement ce sur quoi on va tendre dans la réflexion d'aujourd'hui, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait des salariés que l'on sait que l'on ne peut pas conserver en raison de l'activité actuelle. Le plan d'intervention va se faire en 2 temps avant vos questions. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que le format est un format atelier et non pas un format conférence. Donc, ça va beaucoup fonctionner avec vos questions-réponses. Donc, la première partie qui va être présentée par mon confrère Michael Stanisic est sur l'identification des possibilités de licenciement économique. Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous permet d'envisager le licenciement économique d'un ou de plusieurs salariés? Et la deuxième partie sur laquelle j'interviendrai, c'est la partie plus formelle. Comment, en pratique, allez-vous mettre en place une procédure de licenciement économique, une ou plusieurs procédures de licenciement économique? Vous pouvez utiliser tous les petits onglets que vous avez dans le cadre du lien et notamment la discussion qui vous permet de mettre vos questions. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser les questions-réponses. Moi, je n'ai pas l'impression que je peux écrire sur les questions-réponses, donc je ne sais pas. Donc, je pense qu'on va garder la question de la discussion. Mickaël, est-ce qu'on peut utiliser les questions-réponses ou pas? Je n'ai pas l'impression. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé dans le cadre du précédent atelier, mais Ici, si vous on pouvez me donne pour utiliser la questions-réponses. discussion, ça devrait être fait. Ok, mais comment on fait pour les utiliser Parce que moi, si je me mets sur questions-réponses, je n'ai pas d'accès, en fait, j'ai rien. Ah, c'est pas normal. Ouais, moi, j'ai strictement rien. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez la possibilité les uns les autres d'utiliser, que ce soit questions-réponses ou discussion, on devrait tout voir. Donc, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. On vous attend. Et je laisse la parole à Mickaël. Merci beaucoup. Effectivement, comme cela vous l'a été présenté, l'hypothèse des restructurations que nous allons évoquer ensemble concerne les situations dans lesquelles l'entreprise considère qu'elle va devoir procéder à une suppression, en tout cas à une diminution de ses effectifs pour assurer sa pérennité. Il faut être extrêmement vigilant dans ce cadre-là, puisque tant la procédure que les raisons pour pouvoir mettre en œuvre cette restructuration, qui est la plus commune, qui concerne les licenciements économiques, elle est vraiment enfermée dans des conditions qui sont appréciées de manière très stricte pour garantir la sécurité de l'opération de restructuration. Ça nécessite en amont un examen vraiment d'opportunité, un examen de la situation de l'entreprise pour essayer d'envisager le meilleur dispositif, celui qui sera le plus opportun pour mener à bien la restructuration qui est envisagée. Une des premières questions à se poser lorsque l'on envisage une réduction des effectifs sur le fondement d'un motif économique, c'est bien évidemment
le motif qui conduit à se poser cette question constitue-t-il bien un motif économique au sens des textes? Et là-dessus, on nous donne un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire qu'un motif économique sera considéré comme réel et sérieux si la société est confrontée à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation qui est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, excusez-moi, ou une cessation d'activité. Alors, vous inquiétez pas, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces différents motifs. Ce qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est que le licenciement pour motif économique, par définition, est un licenciement qui est inhérent à un motif qui est étranger à la personne du salarié. On n'est pas sur du disciplinaire, on est vraiment sur une rupture qui n'a rien à voir avec la situation, en tout cas la personne du salarié. Donc la première raison pour laquelle une société peut engager un licenciement pour motif économique, c'est lorsqu'elle est confrontée à des difficultés économiques. Ça semble évident, mais cette définition va répondre à un certain nombre de critères et là-dessus, les textes vont venir nous orienter. Ces difficultés économiques, elles peuvent notamment être constituées par une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, également par des pertes d'exploitation ou par une dégradation de la trésorerie. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les difficultés économiques, comme les mutations technologiques et la sauvegarde de la compétitivité, va avoir un cadre d'appréciation particulier. Le cadre d'appréciation de ces difficultés économiques, il se situe au niveau de l'entreprise, si elle ne fait pas partie d'un groupe, donc au niveau de l'entreprise, quels que soient les secteurs d'activité qu'il peut y avoir. Si la société, l'employeur en question, fait partie d'un groupe, l'appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité va s'apprécier au niveau du secteur d'activité qui est commun aux entreprises de ce groupe sur le territoire national. Je ne vais pas revenir sur le passé de cette obligation. Avant, on appréciait ça au niveau mondial. Dorénavant, l'appréciation du motif économique lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, elle s'effectue au niveau du secteur d'activité sur le territoire national. Alors, s'agissant des mutations technologiques, je vais passer très brièvement parce que, a priori, le secteur de la culture et des spectacles vivants, en tout cas, les secteurs auxquels sont dédiées ces journées sont moins concernés par les mutations technologiques. C'est lorsque le secteur est confronté à des innovations telles qu'on est obligé d'envisager une restructuration. La réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, c'est un motif qui va permettre d'anticiper des difficultés que l'on sait à venir. On a besoin de se préparer à une situation qui risque d'être difficile dans l'avenir. Donc, on va se préparer à ces futures difficultés en commençant dès à présent à réorganiser notre activité pour pouvoir y faire face le mieux possible. Enfin, la cessation d'activité de l'entreprise, c'est simplement lorsque l'entreprise envisage de fermer de manière définitive et totale son activité. Et cette fermeture définitive et totale va caractériser un motif économique dès lors que l'employeur n'a pas commis une faute. C'est-à-dire que cette cessation d'activité n'est pas liée à une faute ou une fraude de l'employeur. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que ce motif économique va s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire qu'elle va s'apprécier à la date du licenciement. Il faut donc être vigilant. Si une entreprise connaît des difficultés qu'elle sait passagères, conjoncturelles, mais qu'elle s'attend à ce qu'à l'issue de la crise sanitaire ou dans une brève échéance, son activité va venir à repartir, il faudra être vigilant car l'appréciation de la réalité du motif économique et donc la légitimité du licenciement vont s'apprécier à la date de notification de celui-ci. C'est d'autant plus important dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 puisque, vous le savez, il y a beaucoup de presse et les pouvoirs publics ont fait un effort significatif pour permettre aux entreprises d'éviter le plus possible
d'avoir recours à des licenciements, raison pour laquelle un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises ont été prises, ce qui va conduire, le cas échéant, les juridictions à être d'autant plus vigilantes, et en tout cas l'administration est d'autant plus vigilante sur la réalité de ces motifs économiques qui peuvent donner lieu donc à un licenciement ou en tout cas une restructuration conduisant à des licenciements économiques. Alors, les licenciements pour motifs économiques vont avoir des points communs. Vous le verrez, on rentrera un petit peu plus en détail avec Maître Verschergras en deuxième partie sur la procédure à proprement parler de licenciement économique, qui est vraiment jalonnée d'étapes qu'il convient de respecter pour s'assurer de la sécurité de cette restructuration. Il y a néanmoins des éléments préalables qui sont communs à l'ensemble de ces procédures et des obligations qui pèsent sur l'employeur qui sont communes aux différentes procédures. La première, c'est que l'employeur qui va envisager une procédure de licenciement pour motif économique, qu'elle soit individuelle ou collective, va devoir fixer des critères d'ordre de licenciement des salariés qui sont impactés et définir des catégories professionnelles. C'est-à-dire que lorsque vous allez envisager une suppression de poste, ça veut dire que vous ne pouvez pas choisir le salarié qui sera licencié. Lorsqu'il y a plusieurs salariés qui occupent des fonctions similaires, les mêmes catégories, qui appartiennent à une même catégorie professionnelle, il va falloir fixer des critères pour distinguer quels sont les salariés parmi cette catégorie qui risquent de voir leur poste supprimé. Et ces critères peuvent être fixés par accord collectif, notamment avec les représentants du personnel, et à défaut, ils sont visés par les textes, par le Code du travail. On retrouve notamment, à titre indicatif, les charges de famille, l'ancienneté des salariés, les qualités professionnelles ou encore les situations des salariés, des situations particulières qui pourraient faire obstacle à une réinsertion ou en tout cas la rendre plus compliquée. Ces critères ne sont pas limitatifs, mais ils doivent à tout le moins être pris en compte. C'est important, vous pouvez rajouter d'autres critères pour essayer de déterminer quels seront les salariés qui seront concernés par cette suppression de poste, mais vous devez à tout le moins prendre en compte ces critères. Vous pouvez ensuite les pondérer, donner plus d'importance à l'un ou à l'autre, mais en tout cas, ces 4 critères, en principe, devront être présents. Un autre aspect qui est extrêmement important en cas de présence de représentants du personnel, de délégation au comité social et économique, il conviendra de consulter ces représentants du personnel sur le projet de restructuration qui conduit à une suppression de poste. C'est très important de consulter en amont dans la mesure où la société, ou en tout cas l'employeur, ne peut pas, en principe, commencer à mettre en œuvre une restructuration qui peut avoir des impacts sur les effectifs ou sur les conditions de travail des salariés sans avoir au préalable pris soin d'informer et de consulter, le cas échéant, le comité social économique. On reviendra un petit peu plus en détail dans le cadre de la procédure. Il y a un autre point qui est commun à l'ensemble de en tout cas à la procédure de licenciement pour motif économique, c'est l'obligation pour l'employeur de rechercher au préalable des possibles solutions de reclassement des salariés. Ce reclassement, il doit être recherché par l'employeur sur tous les postes salariés qui sont disponibles au sein donc de l'entreprise et sur le territoire national. Cette recherche de reclassement, d'une possibilité de reclassement des salariés qui seraient concernés par une suppression de poste, elle doit être mise en œuvre à partir du moment où le licenciement est envisagé et elle doit être conduite jusqu'au moment où la rupture sera notifiée aux salariés. C'est-à-dire que dès lors que vous avez mis en œuvre, vous avez commencé à mettre en œuvre la procédure, s'il y a une possibilité, si un poste se libère, si un emploi qui est disponible au sein de l'entreprise, il conviendra, le cas échéant, de proposer ce poste aux salariés concernés par le licenciement économique. À défaut, son licenciement pourrait être remis en cause. Petite précision, lorsque
l'entreprise fait partie d'un groupe, eh bien, ces recherches de reclassement, le périmètre de ces recherches va être étendu aux entreprises du groupe dont l'organisation ou les activités, d'après la formule applicable, permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Donc, y compris si les secteurs d'activité ne sont pas forcément identiques et donc sur tous les postes disponibles. Ça veut dire que si un salarié qui est licencié pour motif économique venait à contester l'obligation de l'employeur, ou en tout cas l'effectivité ou les recherches qu'il aurait pu effectuer sur les postes de reclassement qui seraient disponibles, l'employeur devra justifier des démarches qu'il a effectuées au sein, dans le périmètre de l'entreprise, mais si elle fait partie d'un groupe, également dans les autres entreprises du groupe qui auraient pu mettre, en tout cas, faire état de postes disponibles, en tout cas de l'absence de postes disponibles dans ces autres entreprises du groupe. Je vais juste rajouter également un petit point sur la fixation des critères d'ordre. Il y a certaines hypothèses dans lesquelles l'employeur n'aura pas à procéder à la fixation de ces critères d'ordre de licenciement. Il y en a certains qui sont logiques, d'autres qui résultent de décisions ou des textes. Le premier, c'est que vous n'aurez pas forcément à chercher des critères d'ordre de licenciement s'il y a une fermeture de l'entreprise, puisque, a priori, tous les salariés sont concernés. Une autre hypothèse dans laquelle les critères d'ordre de licenciement, donc la détermination des salariés dont le licenciement, qui seront concernés par ce licenciement, bien que leur poste ne soit pas forcément supprimé. Il s'agit de l'hypothèse où tous les emplois d'une même catégorie professionnelle soient concernés, auquel cas vous n'aurez pas en tout cas à identifier et à fixer et à appliquer les critères d'ordre de licenciement. Une autre hypothèse concerne les situations dans lesquelles la baisse des effectifs ne va pas passer par un licenciement économique, mais par un plan départ volontaire. Donc, les textes prévoient d'autres hypothèses dans lesquelles les critères d'ordre n'auront pas forcément à être appliqués. Voilà. Et donc, lorsqu'on a procédé à cet examen préalable, lorsqu'il n'y a pas de proposition de reclassement, notre motif économique sera considéré comme réel et sérieux si ce motif économique a un impact sur le contrat de travail. Quel impact? Le premier, c'est une modification pour motif économique du contrat de travail. Il y a une procédure particulière qui peut conduire à ce que l'employeur dise on ne va pas forcément tout de suite partir sur une suppression de poste, mais nous avons l'obligation, pour faire face à la situation, d'envisager une modification de votre contrat de travail, d'un élément essentiel de votre contrat de travail qui est censé donc supposer l'accord du salarié dans le cadre du licenciement, lorsqu'elle est faite pour motif économique. Et donc, cette modification du contrat de travail va être proposée au salarié par courrier recommandé AR. Le salarié disposera d'un délai d'1 mois pour faire part à l'employeur de son refus de la modification qui peut porter sur le périmètre de ses fonctions ou sur son niveau de rémunération. Il aura 1 mois pour faire valoir son refus. À défaut de réponse express, il sera considéré comme avoir accepté la modification de son contrat de travail. J'attire votre attention sur le fait que si l'employeur fait usage de cette possibilité, en tout cas entend proposer une modification du contrat de travail pour motif économique à son salarié, mais ne respecte pas le délai d'1 mois dont dispose le salarié pour faire état de sa réponse, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme injustifié. Je précise aussi que la procédure en principe ne s'applique pas s'agissant des propositions de reclassement. On est vraiment sur une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique lorsque on n'envisageait pas dans un premier temps la suppression du poste.
En cas de refus, le salarié pourra donc être licencié pour motif économique. On tombe sur la deuxième hypothèse, voire la procédure de licenciement pour motif économique pourra être mise en œuvre lorsque, à défaut de possibilité de modification, à défaut de choix de l'entreprise pour modifier, de proposition de modification pour motif économique, le motif économique va conduire à une suppression ou transformation de son poste ou à cette modification qui va être refusée par le salarié dans l'élément essentiel du contrat et va donc conduire à ce que l'employeur mette en œuvre la procédure de licenciement. Dernière petite précision, lorsque l'employeur s'engage dans une restructuration qui va conduire à cette réduction d'effectifs pour motif économique, si les conditions du motif économique réel et sérieux sont remplies, un éventuel juge qui serait amené à statuer ne peut pas apprécier de l'opportunité de cette restructuration. C'est-à-dire qu'un juge ne va pas pouvoir venir dire « vous n'auriez pas dû licencier vous ne supprimez 3 postes, vous auriez pu faire une autre restructuration en supprimant uniquement 2 postes et donc procéder à 2 licenciements. » Dès lors que les motifs économiques le motif économique est réel et sérieux, le juge ne pourra pas venir contrôler l'opportunité, ou venir dire le dirigeant aurait dû imaginer une autre possibilité pour garantir la pérennité de l'entreprise. Et donc, je vais passer la parole à mon confrère Maître Verschaergraaf pour, une fois qu'on a contrôlé tous ces préalables et l'existence du motif économique et des obligations préalables, conduire, lorsqu'on est contraint d'envisager une procédure de licenciement, à envisager les étapes en matière de formalisme et les intervenants qui seraient susceptibles d'entrer en jeu en fonction de la situation de l'entreprise pour la mise en œuvre effective de la procédure. Je ne sais pas si Maître Verschaergraaf m'entend. Je crois qu'il faut que vous connectez votre micro. Voilà, parfait. Je n'avais pas reconnecté mon micro. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petites questions dans la discussion si vous avez des questions à aborder sur les points qui viennent d'être vus avec mon confrère. Pour ma part, je vais donc partir avec vous sur les règles plus formelles de la procédure de licenciement. Et avant de partir sur ces règles plus formelles, je vais d'abord attirer votre attention sur la nécessité de distinguer dans votre situation, si vous êtes dans une situation qui est proche de la cessation des paiements, voire le redressement ou la liquidation judiciaire, ou si à l'inverse, vous êtes dans une situation qui n'amènera pas une liquidation ou un redressement judiciaire, mais qui devrait se régler en réduisant les effectifs. Donc, il y a une vraie réflexion que vous devez mener en amont, qui est de se dire, est-ce que actuellement j'ai des difficultés économiques? Déjà, est-ce qu'elles sont temporaires? Ça, mon confrère vous l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous limiter à des difficultés économiques. Il faut s'interroger sur est-ce qu'elles sont temporaires ou est-ce qu'elles sont définitives. Dans le contexte actuel et dans le monde de la culture, effectivement, les difficultés commencent à être pérennes. Donc, vous pouvez très raisonnablement vous poser la question de savoir si vous allez pouvoir continuer ou pas de conserver votre salarié et ou de continuer l'activité que vous avez commencé à avoir depuis quelques années ou quelques temps si votre entreprise vient d'être créée. C'est dans ce contexte-là que la réflexion devra se poser pour savoir si alléger votre masse salariale, c'est-à-dire simplement supprimer un ou plusieurs emplois, va vous aider et vous permettre de maintenir votre entreprise et de payer régulièrement peut-être les créanciers que vous avez ou de suspendre un certain nombre de crédits avec les aides que vous avez, ou si, quoi qu'il en soit, votre situation est une situation de cessation des paiements, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire face à vos dettes exigibles avec l'argent que vous avez ou qui va venir dans un très court terme, et à ce moment-là, vous êtes dans un état de cessation des paiements. Si vous êtes dans un état de cessation des paiements, il ne faut pas envisager
de mettre en place la procédure de licenciement. Il vaut mieux, dans ce cas-là, engager une procédure de cessation des paiements devant le tribunal de commerce, cessation qui aboutit à soit un redressement, soit une liquidation judiciaire. Alors, pourquoi je vous conseille plutôt de faire cette démarche et pas de licencier les salariés? Alors, je vous conseille d'abord de faire cette démarche parce que lorsqu'on dépose une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce, on fait ses créances, ses dettes, on aligne tout. Vous avez un tableau que vous faites avec votre expert comptable, vous remplissez une déclaration de cessation des paiements, vous indiquez à quel moment vous pensez que la cessation des paiements est intervenue. Si vous n'avez pas encore licencié vos salariés, vous avez moins de dettes à l'égard des salariés que si vous les avez déjà licenciés, d'autant plus s'ils ont beaucoup d'ancienneté. Si vous avez, par exemple, une assistante depuis 30 ans, son indemnité de départ sera élevée, son indemnité de licenciement sera élevée. Si vous ne l'avez pas licenciée, donc si vous êtes dans une situation juste de cessation des paiements et que vous êtes en train de faire les comptes, vous ne rentrerez pas l'indemnité de licenciement de votre salarié dans la liste des dettes que vous avez. De fait, vous allez vous retrouver dans une situation de cessation des paiements qui sera peut-être moins grave qu'une cessation des paiements où vous aurez déjà fixé les licenciements. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans le cas d'un redressement d'une liquidation judiciaire, et surtout dans le cas d'une liquidation judiciaire, vous avez un mandataire liquidateur qui est désigné par le tribunal de commerce. Et c'est lui qui va procéder au licenciement. C'est-à-dire que c'est lui qui va respecter les règles de procédure, c'est lui qui va envoyer la lettre de licenciement, c'est lui qui va vérifier si les jours ou les formes sont bien respectés. Donc, procéduralement, pour vous, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un appui de quelqu'un dont c'est le métier pour faire cette démarche. Autre raison, vous n'êtes pas obligé d'aller voir un avocat pour vous aider à faire cette procédure de licenciement économique qui, au demeurant, reste une procédure technique, c'est-à-dire avec beaucoup de choses trappes dans l'organisation de la procédure. Si la procédure de licenciement économique est mal faite, même si le motif économique est juste, vous pouvez être condamné devant le Conseil des prud'hommes. Donc, si vous êtes en état de cessation des paiements, bien, c'est quand même plus simple de faire une déclaration de cessation des paiements, de laisser le tribunal de commerce désigner le mandataire et le mandataire liquidateur va licencier les salariés. Les salariés, pour eux, c'est totalement transparent. Et je dirais même qu'ils ont intérêt à ce que l'entreprise soit en état de cessation des paiements parce qu'il y a une garantie qui se met en place qui est le rôle des AGS, je vous l'ai mis ici, et les AGS garantissent les salariés des créances qu'ils ont à l'égard de l'employeur au moment de la rupture, par exemple, dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Donc, pour le salarié, il n'est pas perdant. Et pour le chef d'entreprise, si votre situation est totalement obérée, ça n'a pas de sens de commencer à licencier les gens si vous n'avez pas une perspective d'amélioration. Donc, vraiment, mon conseil, c'est je me pose, je réfléchis. Est-ce que j'ai une entreprise qui va pouvoir, en ayant un allègement de ma masse salariale, continuer à exister? Et auquel cas, je vais effectivement mettre en place ma procédure de licenciement et je vais me faire aider d'un conseil. Ça me paraît essentiel, même si je vais reprendre avec vous les règles et vous allez voir qu'elles sont un peu techniques. Soit effectivement, je n'ai pas une vraie possibilité de m'en sortir, ou en tout cas sans aide, je ne m'en sortirai pas, ou peut-être avec un redressement judiciaire, parce que le redressement judiciaire stoppe l'exigibilité de vos dettes antérieures, donc ça peut avoir un intérêt avec un moratoire qui est donné, donc le redressement judiciaire peut avoir un intérêt. Et dans ce cadre-là, c'est utilisé comme un outil de gestion. Je dépose la cessation des paiements, je vais au redressement judiciaire, je suis accompagnée d'un administrateur qui va m'aider sur les licenciements s'il y en a à faire ou pas. Et en attendant, mes dettes antérieures seront stoppées, gelées, le temps de la mise en œuvre du redressement judiciaire. Donc, ça a tout intérêt pour vous, dans ce contexte-là, dans un contexte soit de redressement, soit de liquidation judiciaire, c'est-à-dire une situation où on ne peut pas faire face aux ces paiements, d'aller devant le tribunal de commerce pour vous aider à régler la situation.
Si on n'est pas dans ce contexte-là, c'est que si vous avez effectivement plus une situation où vous avez une perspective, où vous vous dites, voilà, j'ai quand même suffisamment de trésorerie, si je me sépare de ce salarié, ça va me permettre de faire face à toutes mes charges actuelles et puis je vais pouvoir reprendre un peu d'activité, peut-être pas autant qu'avant, mais ce sera nécessaire. À ce moment-là, c'est bien la procédure de licenciement économique que vous devez engager et le rôle du tribunal de commerce n'est plus à mettre en exergue. N'hésitez pas à mettre des questions si vous avez sur la différence entre la procédure que vous allez mener vous-même ou la procédure qui va être avec le soutien du tribunal de commerce. Alors, le licenciement économique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le licenciement économique, c'est particulièrement compliqué et technique de le mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle, en général, quand on a des clients qui viennent nous voir avec un licenciement économique, on leur déconseille de le faire par eux-mêmes. Et souvent, quand ils ont été faits directement ou malheureusement parfois que par le biais d'experts comptables, c'est problématique. Je ne vous cache pas que c'est souvent qu'on récupère des dossiers de licenciement économique qui sont bancaires. Alors, il y a des experts comptables qui ont parfaitement conscience de ça et qui renvoient pour les licenciements économiques vers les avocats. Il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et là, effectivement, c'est difficile de rattraper les situations. D'une manière générale, un licenciement économique commence toujours par une convocation à un entretien préalable au licenciement. Alors, bien évidemment, comme vous l'a expliqué mon confrère tout à l'heure, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi, vous avez regardé si vous aviez un motif, vous avez réfléchi à l'ordre des licenciements, vous avez réfléchi éventuellement au reclassement, vous avez réfléchi. Vous savez que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, vous savez que vous avez un vrai motif économique, vous savez que vous ne voulez pas garder la personne, mais pour autant, et ça il faut le garder en tête pendant toute la procédure de licenciement, vous n'avez pas pris définitivement la décision de licencier. Et en aucun cas, vous ne devrez dire à votre salarié pendant tout le déroulé de la procédure que la décision de licencier est déjà prise. Ce qui invaliderait totalement la procédure de licenciement. Une procédure de licenciement nécessite le respect de toutes les règles que je vais vous indiquer par la suite. Si la décision est déjà prise avant de respecter les règles, alors à ce moment-là, la décision de licenciement n'est pas valable. Formellement, quand on convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait une lettre recommandée ou une lettre remise en main propre que l'on envoie au salarié, dans lequel on indique qu'on envisage un licenciement économique, qu'on envisage, la décision n'est pas prise, qu'on souhaite l'entendre à telle heure, à tel endroit à ce sujet, qu'il peut se faire assister, et ça c'est très important, par une personne de l'entreprise ou un conseiller du salarié s'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise. Et on indique également les coordonnées de la mairie et de l'inspection du travail où le salarié peut trouver les coordonnées du conseiller du salarié qui pourra l'assister. Cette convocation, qui est très important de retenir, c'est qu'elle doit être reçue par le salarié 5 jours avant l'entretien préalable. Or, si vous remettez cette lettre au salarié en main propre, c'est assez simple de mesurer les 5 jours. Par contre, quand vous envoyez en lettre recommandée, c'est beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-là, ce que l'on fait quand on envoie en lettre recommandée, on fait attention au délai de présentation, c'est-à-dire qu'on compte le délai d'envoi. Ensuite, on envisage que la poste va mettre 2 à 3 jours pour présenter la lettre. Et c'est cette date de première présentation qui va faire courir le délai de 5 jours. Donc, il faut être très attentif lorsque l'on convoque à ce que le salarié ait bien ces 5 jours entiers avant l'entretien et entre la réception et l'entretien pour lui pouvoir prendre contact avec un conseiller du salarié ou un personnel de l'entreprise ou une personne dans l'entreprise pour se faire assister lors de l'entretien. Lorsque vous allez avoir envoyé cet entretien préalable au licenciement, vous allez continuer à rechercher le reclassement du salarié. Si vous avez une entreprise qui appartient à un groupe, si vous avez une entreprise qui a des filiales,
Si vous avez une entreprise qui travaille en partenariat avec d'autres dans un circuit court, vous pouvez être amené à essayer de trouver du reclassement. On ne vous oblige pas à un reclassement externe, on vous oblige à un reclassement interne. Et vous pourrez, le cas échéant, avoir à justifier devant le Conseil des prud'hommes que vous avez bien essayé de reclasser le salarié dont vous envisagiez le licenciement économique. Le jour de l'entretien est arrivé, donc vous recevez votre salarié et vous ne le recevez pas les mains vides. Vous le recevez avec le CSP. Ce document, vous êtes allé soit le télécharger, soit aller le chercher directement aux ACDIC. En général, on le télécharge, on l'imprime. Et c'est un document qu'on remet impérativement au salarié lors de l'entretien préalable au licenciement économique. Et on le remet contre remise. C'est-à-dire que le salarié doit vous signer un document qui indique qu'il a bien reçu le CSP parce qu'il a ensuite un délai de 21 jours pour pouvoir accepter ou pas ce CSP. Lorsque vous remettez le CSP au salarié, il faut également, lors de l'entretien, informer le salarié sur le motif économique qui a justifié la procédure que vous engagez. Autant dans la lettre de convocation, vous avez indiqué que c'était une procédure envisagée pour licenciement économique. Lors de l'entretien préalable, il faut donner le motif économique. Là aussi, c'est très important parce que si le salarié accepte le CSP sans avoir été informé du motif économique, c'est une raison pour invalider le licenciement économique. Donc, il faut être très, très vigilant. En général, ce que nous, on prépare dans les cabinets d'avocats, c'est qu'on vous prépare une lettre d'information du motif économique à remettre au salarié, la remise également du CSP lors de l'entretien. Comme ça, le salarié ne peut pas dire qu'il n'a pas connaissance du motif économique et qu'il n'a pas reçu le CSP. Qu'est-ce qu'on dit pendant cet entretien? Eh bien, c'est un entretien où on reçoit le salarié, où on lui énumère justement ses motifs économiques, on lui indique qu'on est en train de réfléchir à cette procédure, qu'aucune décision n'est prise. J'insiste sur un point que je vous ai déjà donné tout à l'heure, mais on insiste vraiment sur le fait qu'on n'a pris aucune décision et on précise au salarié que la suite de la procédure, excusez-moi, au moins c'est vivant, la suite de la procédure, c'est soit effectivement il accepte le CSP et ça sera considéré comme une rupture. Le CSP, il va falloir lui expliquer un petit peu à quoi ça correspond, sachant que ce document, ce CSP, va vous obliger à verser directement le préavis directement à Pôle emploi et va permettre aux salariés d'avoir des actions de formation plus importantes et une indemnisation différente. En tout cas sur le temps, pas au niveau montant, mais sur le temps. Donc, vous allez lui expliquer ça. Vous allez lui expliquer qu'aucune décision n'est prise. Vous allez l'écouter sur ce qu'il a à dire. Vous allez lui donner la parole. Vous allez lui dire qu'est-ce que vous avez à en dire, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous envisagez les choses, est-ce que vous avez pensé à du reclassement, est-ce que vous avez connaissance de difficultés économiques qu'on rencontre. Et vous allez donc le laisser parler sur ce qu'il a envie de dire, sans trop, bien évidemment, vous indiquer d'éléments autres que les raisons économiques qui vous poussent à la situation. Vous n'avez pas, dans cet entretien, à donner d'informations sur l'ordre des licenciements. Tout à l'heure, mon confrère vous a très bien expliqué la difficulté qu'on a lorsqu'on a plusieurs salariés sur les mêmes types de postes, de vérifier que le salarié que l'on licencie, objectivement, répond à un certain nombre de critères d'ordre par rapport à un autre. Donc, comme les critères d'ordre doivent être quantifiés, normalement, on licencie, on va dire peut-être celui qui a le moins de charges de famille, celui qui a le moins d'ancienneté et celui qui est le moins compétent. Voilà. En gros, on va imaginer que ce sera ça. Mais comme on va pondérer tous les critères, on peut arriver à des résultats un petit peu différents. Là aussi, je vous incite fortement, si vous avez une difficulté avec vos critères, à vous faire aider d'un cabinet d'avocats. L'entretien s'est très bien passé. Votre salarié a maintenant deux choix, soit d'accepter ce CSP, et vous en serez informé, soit de ne pas l'accepter. S'il n'accepte pas de CSP, eh bien, vous devez
le licencier. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous devez le licencier. Et vous devez le licencier, effectivement, pour motif économique, motif que vous lui avez déjà donné au demeurant. Hein, je tiens quand même à vous le rappeler. Ce motif que vous avez déjà rappelé va vous servir de base pour faire cette lettre de licenciement et indiquer effectivement que le contrat de travail est rompu. Cette lettre de licenciement ne doit pas être envoyée moins de 7 jours avant, 7 jours après l'entretien préalable au licenciement. C'est-à-dire que vous devez faire l'entretien, vous comptez 7 jours et ensuite vous envoyez la lettre recommandée avec accusé de réception. Sachant que là aussi, c'est comme ce que j'ai dit ce matin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà là sur l'atelier de ce matin, attention aux conventions collectives qui peuvent prévoir des délais plus longs. Attention à votre statut peut-être de cadre qui va amener à 15 jours. Si vous êtes non cadre, vous aurez 7 jours. Si vous êtes cadre, vous aurez 15 jours entre l'entretien préalable au licenciement et la tenue, et l'envoi de cette lettre de licenciement. Donc là aussi, attention, bien avoir en tête les délais. 7 jours, je suis un non-cadre. 15 jours, je suis un cadre. Mais attention, je dois vérifier dans ma convention collective parce que peut-être que ma convention collective prévoit 15 jours pour tout le monde. Donc, cette vigilance doit être importante. Comment est-ce qu'on notifie? Là, on ne notifie pas avec une remise en main propre. On notifie toujours avec une lettre de licenciement en recommandé avec accusé de réception. Vous voyez là dans la convocation tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait le faire en main propre ou par lettre recommandée. La lettre de licenciement, on vous conseillera de le faire que par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois que vous avez fait ça, le salarié, lui, il a 15 jours pour vous demander de préciser les motifs du licenciement. S'il estime que votre lettre n'est pas suffisamment précise, alors il doit vous l'indiquer dans les 15 jours. Ça fait partie des réformes qui avaient été mises en place par le système, par les ordonnances Macron, pour empêcher un certain nombre de procédures judiciaires, puisque du coup, ça bloque l'absence de contestation des lettres de licenciement quand elles ne sont pas suffisamment précises. Donc, en l'occurrence, sachez que si vous êtes salarié et que vous souhaitez contester, il est important aussi de le faire dans les 15 jours. Du côté employeur, vous avez décidé de licencier, c'est très bien, vous avez respecté toute la procédure, vous avez été vigilant et sur la forme et sur le fond. Maintenant, il faut informer l'administration de votre décision, c'est-à-dire informer la directe dans les 8 jours du licenciement du salarié de ce licenciement. Je n'ai pas évoqué la situation ici du salarié protégé dans la forme procédurale économique, mais bien évidemment, si vous êtes sur un licenciement d'un salarié protégé, alors il faudra être beaucoup plus vigilant à la procédure puisque vous aurez la nécessité d'autorisation. Mais là, vraiment, je vous déconseille de le faire seul. Voilà. Oups. Le préavis de licenciement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a envoyé la lettre de licenciement? Le contrat, il n'est pas rompu à la lettre de licenciement, puisque la lettre de licenciement, que vous n'avez envoyée que si le salarié n'a pas accepté le CSP ou si parce que vous avez voulu aller plus rapidement, le licenciement est prononcé, mais le salarié a toujours droit à son préavis. Donc là aussi, soyez vigilants, regardez dans votre convention collective la durée de préavis de votre salarié, si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour les cadres, très souvent. Et il peut y avoir aussi dans le contrat de travail des durées de préavis qui ont été négociées de manière plus importante. Donc là, 2 solutions, je dirais même 3. Première solution, le salarié a accepté le CSP, le préavis, il ne l'effectue pas, il est payé au Pôle emploi. Deuxième solution, le salarié effectue son préavis et vous le payez normalement pendant le préavis. Troisième solution, le salarié n'effectue pas son préavis, mais vous payez quand même le préavis de licenciement. Attention, l'activité partielle n'est pas possible pendant la période de préavis. Ça, c'est très important. Beaucoup d'employeurs font l'erreur.
vous décidez de licencier quelqu'un, à ce moment-là, vous n'êtes plus sur de l'activité partielle, puisque l'activité partielle n'a de sens que si le salarié reprend une activité. Le salarié est arrivé au terme de son préavis, effectué ou non effectué, et vous lui devez des documents de fin de contrat. Les documents de fin de contrat, ce sont des documents qui sont assez classiques en matière de licenciement. Quels sont-ils? Vous avez l'attestation de salaire et l'attestation Pôle emploi, qui est une attestation qui va permettre au salarié de percevoir ses indemnités Pôle emploi. Vous avez son dernier bulletin de paie qui devra comprendre son indemnité de licenciement. Là aussi, indemnité de licenciement économique qui peut être différente de l'indemnité de licenciement classique. Donc, on ne vérifie pas que les textes légaux, mais aussi sa propre convention collective pour voir comment on calcule son indemnité de licenciement. On lui paye ses congés payés non pris, ses RTT non pris, et éventuellement, s'il y a des reliquats, à lui régler, on lui règle. On fait attention aux primes de vacances, on fait attention aux heures supplémentaires, on fait attention aussi à la contrepartie de la clause de non-concurrence s'il y a une clause de non-concurrence dont vous ne déliez pas le salarié. Là aussi, ce n'est pas parce que vous licenciez économiquement un salarié qu'automatiquement il est délié de la clause de non-concurrence. Donc, si vous souhaitez le délier de la clause de non-concurrence pour ne pas lui payer, eh bien à ce moment-là, il faudra impérativement le faire. Il faut le faire dès la lettre de licenciement. Les documents de fin de contrat, c'est très important de les remettre véritablement à la fin du préavis pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un bulletin de paye qu'il est quasiment impossible de faire à l'avance. Donc, les salariés, même si l'employeur décide de les dispenser d'effectuer leur préavis, il ne pourra pas leur faire le bulletin de paye de sortie. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, c'est que vous avez le certificat de travail que vous faites à ce moment-là. Et la troisième chose, c'est que même si le salarié est payé pendant son préavis et qu'il est dispensé de l'effectuer, ça ne lui permettra pas de toucher le Pôle emploi puisqu'il y a un délai de carence qui va s'appliquer lié effectivement au congé payé et lié au préavis. Donc, dans toutes les situations, vous n'avez pas d'obligation de payer avant votre salarié, avant le terme de son préavis et aucun intérêt d'ailleurs à le faire. Ce que vous pouvez faire par contre, si vous êtes à cheval sur deux périodes fiscales, c'est par exemple provisionner ce que vous devez verser aux salariés pour déjà avoir une idée fiscalement de la situation. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le licenciement d'un seul salarié? Non, tout le monde est bien silencieux. Super. Alors maintenant, on va envisager le licenciement de plusieurs salariés. Alors, dans mon plan, j'ai envisagé le licenciement de 2 à 9 salariés et ensuite, je vais envisager aussi le licenciement de plus de 10 salariés. Je n'ai pas l'impression que le panel aujourd'hui des différentes personnes qui suivent la formation ait énormément de salariés. Donc, je pense qu'il serait plus raisonnable de rester que sur le licenciement de 2 à 9 salariés. Mais sachez que ce licenciement, ce qu'on appelle un licenciement collectif, de 2 à 9 salariés, il faut avoir en tête qu'il doit respecter des règles un petit peu plus particulières que les licenciements individuels. Et vous devez également faire attention, si vous décidez de licencier un salarié le 1er mars et que le 30 mars, vous en licenciez un autre, à ce moment-là, vous êtes quand même dans le licenciement économique collectif parce qu'il y a plus d'1 salarié qui a été licencié. Sur ce type de licenciement, il y a la consultation des représentants du personnel, c'est-à-dire du CSE. Alors, en général, pareil, là, dans vos entreprises, il faut regarder un petit peu comment c'est organisé. Si vous licenciez 9 salariés, on peut imaginer que vous en avez plus de 10 et que vous avez un CSE. Ce n'est pas forcément peut-être le cas si vous avez juste 2 ou 3 salariés. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de CSE à consulter puisque vous n'en avez pas au sein de votre structure. Donc, on ne va pas se retrouver sur cette situation-là. Par contre, si vous avez un CSE, là, il va falloir détailler les informations que vous donnez au CSE, éventuellement donner tous les justificatifs au CSE qu'il va demander, c'est-à-dire les renseignements sur le projet, les raisons économiques,
et présenter les explications du licenciement, présenter les critères d'ordre, le cas échéant. Pour le reste de la procédure, il n'y a pas beaucoup de différence sur la mise en place de la procédure. Vous allez vous retrouver à nouveau avec la nécessité, après cette consultation, de tenir un entretien préalable, de présenter les documents de CSP et des motifs économiques. Vous allez devoir, dans tous les cas, justifier auprès de l'administration de la situation. Par contre, là, à nouveau, en général, lorsque vous êtes dans une situation de licenciement économique de moins de 9 salariés, et vous avez beaucoup d'entreprises qui le font, il faut être vraiment vigilant sur l'ordre des licenciements. C'est peut-être le point le plus important sur lequel vous devez être vigilant, parce que c'est là où vous pouvez avoir effectivement des faiblesses dans votre argumentation. Pour le reste, vous n'avez pas de grosses différences sur le licenciement et la procédure de licenciement économique. Si vous avez une entreprise où vous licenciez plus de 10 salariés, alors là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus lourd avec ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi et où vous avez 2 réunions avec une obligation de négociation, avec une présentation du plan de sauvegarde de l'emploi. Et là, ce sont des procédures beaucoup plus lourdes qu'en général, vous ne ferez pas seul d'ailleurs, puisque vous êtes en général accompagné pour faire ce genre de procédure. Je ne suis pas certaine que ça vous intéresse beaucoup dans le cadre de la formation d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas développé beaucoup ces points. Voilà, j'en ai terminé. Et bien maintenant, c'est à vous, puisque vous avez la joie et la chance de pouvoir nous avoir avec vous pendant une demi-heure, rien que pour vous, pour poser vos petites questions. Mickaël, pas de questions, Mickaël? C'était très clair, très synthétique. Merci beaucoup. Effectivement, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on peut avoir le meilleur motif qu'il soit. On peut vite tomber dans un piège de la procédure de licenciement pour motif économique. Il faut vraiment être vigilant. Souvent, on n'arrive pas à penser à tout. Et sur certains petits points de procédure, on peut parfois risquer de voir son licenciement remis en cause. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant. Je ne suis pas sûre que nos participants aient des grosses questions à poser. Je ne vois pas pour l'instant de questions. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, peut-être Mickaël nous donner un exemple de licenciement économique récent que vous avez fait. Oui, effectivement, moi, le plus récent que j'ai effectué, c'est pour une cessation d'activité. Un gérant qui arrivait à l'âge de la retraite. Donc, c'est pas lié aux difficultés économiques, c'est, disons que ça l'a poussé à ne pas persévérer. Les perspectives ont conduit à ce qu'il décide finalement de fermer son entreprise. Donc, il y a un petit peu moins de contrôle sur le motif en question, puisqu'on va considérer que dès lors que l'on cesse définitivement l'activité de l'entreprise, cela caractérise un motif économique. En revanche, il n'était absolument pas exonéré de toutes les étapes de la procédure. Il y avait 4 salariés qui étaient donc concernés. On était dans l'hypothèse du ce qu'on appelle le petit licenciement pour motif économique, entre 2 et 9 salariés sur une même période de 30 jours, avec les règles de convocation, avec les règles de proposition de ce contrat de sécurisation professionnelle, avec effectivement un salarié, une hypothèse particulière d'un salarié qui avait l'âge de partir à la retraite, donc mon client qui était un petit peu dans l'attente de connaître la position du salarié quant à son éventuelle décision de partir à la retraite, puisque cela allait soit le faire entrer dans le schéma d'un départ à la retraite ou le schéma d'un licenciement économique, ce qui n'avait pas les mêmes conséquences en termes de procédure de préavis et en termes d'indemnisation, des indemnités de rupture. Cette procédure donc, pour licenciement économique a conduit à ce que les salariés décident de ne pas accepter les contrats de sécurisation professionnelle et donc à l'envoi des lettres de licenciement après 7 jours, puisque
après, dans le cas des licenciements économiques collectifs, on est sur le délai de 7 jours après l'entretien préalable et à ce qu'elle soit en cours de préavis. Alors, c'était un secteur un petit peu particulier, plutôt dans le luxe, et elle a la chance, cette cliente, de voir certaines de ses salariées qui vont être reprises par un de ses partenaires dans le cadre de son activité. Donc, ça ne relève pas de l'obligation de l'employeur de trouver un reclassement externe, mais dans cette hypothèse-là, elle a pu trouver une solution de reclassement externe, un prestataire, un partenaire qui était intéressé par le profil de son salarié qu'il a été contraint de licencier et qui donc sera embauché par cette entreprise extérieure. Alors en fait, ce que dit Mickaël aussi, c'est intéressant, c'est d'une manière générale, il ne faut pas se dire quand on est chef d'entreprise que c'est facile de licencier, même si c'est pour motif économique. C'est souvent très difficile. On peut être attaché aux personnes, on peut aussi se dire qu'on aurait pu faire mieux. C'est souvent un constat d'échec. Le licenciement économique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a programmé quand on est dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est vrai que émotionnellement, c'est souvent assez chargé d'organiser un licenciement économique. Donc, ces points-là doivent être examinés aussi de manière technique, c'est-à-dire de se dire, oui, effectivement, je mets de l'affect, mais dans le cadre de mon entreprise, qu'est-ce qui est le plus judicieux? Qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui économiquement va me permettre de tenir sur du très long terme? Voilà, donc c'est ces points-là qu'il faut absolument envisager. Pour ma part, le dernier licenciement économique que j'ai fait, c'est dans une association qui fait des arts martiaux. Il s'agissait d'un prof d'arts martiaux qui a une grosse ancienneté dans l'entreprise. Et comme forcément les cours ont diminué en présentiel, il a fallu réorganiser les cours des uns et des autres. Et on a demandé aux uns et aux autres de diminuer leur nombre d'heures. Et ce professeur, qui avait beaucoup d'ancienneté, a estimé qu'il ne voulait pas diminuer son nombre d'heures. Donc, on est typiquement dans le cas de ce que Mickaël vous a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire une modification qu'on a proposée au salarié, qu'il n'a pas souhaité accepter. Or, cette modification, elle était justifiée par une raison économique. C'était économiquement, l'association n'avait pas la possibilité de conserver le professeur pendant toutes ses heures habituelles. Donc, il fallait bien trouver une solution. Donc, le salarié a été licencié. On lui a expliqué par A plus B, mais manifestement, ça ne lui a pas suffi et aujourd'hui, il a saisi le Conseil des prud'hommes, s'estimant floué dans le cadre du licenciement économique. Donc, pour vous dire aussi que quelqu'un avec beaucoup d'ancienneté dans les associations, dans les milieux culturels ou dans les milieux sportifs, on va avoir un peu la même difficulté, sont très attachés, très affectifs sur leur activité professionnelle. Et donc, de fait, même si juridiquement, la procédure est justifiée, même si vous avez envisagé les tenants et les aboutissants, même si vous avez essayé de prévoir au maximum les éléments, vous pouvez malheureusement vous retrouver avec une procédure prud'homale. Donc, il faut impérativement être conscient que le licenciement économique, il est difficile à mettre en œuvre, difficile à justifier, que s'il est bien fait, vous avez assez peu de risques de condamnation prud'homale, il faut quand même le savoir aussi, parce qu'il y a plus de décisions favorables quand le licenciement économique est bien fait à l'égard de l'employeur, mais que si le licenciement économique est mal fait, effectivement, c'est la porte ouverte pour une contestation facile. Alors, je ne sais pas, il faut Thomas. pas... Oui, pardon, Mickaël. Oui, non, je vous en prie. C'est vrai qu'il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que effectivement, ça laisse pas forcément indemne le chef d'entreprise et ça laisse pas forcément indemne les autres salariés qui peuvent rester, eux, dans l'entreprise. Il y a aussi l'aspect communication et l'aspect impact de ce licenciement économique qu'il faut envisager sur les autres salariés. Il faut y être attentif. Également. Je voudrais juste ajouter un autre petit point de vigilance, en plus de celui qui a été rappelé par Maître Vercher-Grard sur la situation vraiment très particulière de la rupture des contrats des salariés protégés, qui est encore plus lourde et qui est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail. Alors,
il n'y a pas encore énormément d'entreprises concernées, mais ce sont les éventuels engagements qui ont pu être pris par certaines entreprises dans le cadre de renouvellement de demandes d'activité partielle, parce que certaines autorisations de l'administration de recourir à l'activité partielle peuvent être soumises à des engagements de l'employeur en termes de maintien d'emploi. Et donc, ça peut parfois se télescoper avec des projets ou des projets de restructuration. Faudra peut-être à l'avenir être vigilant sur les termes de l'autorisation de recours à l'activité partielle. Parce que si vous avez un engagement en termes de maintien d'emploi, vous ne pourrez pas forcément initier une restructuration avec une suppression de poste, parce que cela pourrait avoir des conséquences sur un potentiel remboursement des aides qui auraient pu être allouées à l'entreprise. Alors, vu qu'on a assez peu de participants, moi, je ne sais pas si Thomas souhaite qu'on maintienne la fin de la formation ou si on stoppe, puisque du coup, il n'y a pas de questions. On a fait un peu le tour des questions sur le licenciement économique. Alors, voilà, c'est ce que je pensais également. Merci. Alors, il faut juste que je revienne sur, pour vous revoir tous, si j'ai le dos, si je peux. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir été là avec nous un petit peu. Même si vous n'étiez pas nombreux, on est sûr que la qualité était là. On a donné notre max. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage à vous tous. Si vous étiez là, c'est que je pense que ce sujet vous intéresse. Donc, on vous souhaite bon courage pour la suite et on croise les doigts pour que le secteur de la culture puisse très, très rapidement croître à nouveau parce qu'on en a tous besoin. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à tous et très bonne fin de soirée.